Ce bulletin d'information vous est présenté par votre Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, qui est fière de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Nous sommes le jeudi 8 mars 2018. Ici Michel Beausoleil. Voici votre téléjournal communautaire. Au menu cette semaine, Saint-Raymond s'attaque aux problèmes de sécurité des brigadiers scolaires et des enfants. Le transport collectif dans Portneuf-Jacques-Cartier devient un enjeu électoral important. Le service des loisirs de Saint-Raymond ajoute 2 semaines à son offre de camp de jour. Le camp Portneuf au Lac-Sept-Îles est en pleine relâche et innove pour la nouvelle saison. La Régie verte à Neuville s'équipe d'un nouveau garage et prépare une visite populaire. Et Odile nous parlera d'actualités culturelles et communautaires, dont une ligue d'improvisation avec un invité en studio. Bonne émission. Tout d'abord, une petite erreur s'est glissée dans notre dernier bulletin de nouvelles concernant la venue prochaine dans Portneuf du chef de la coalition Avenir Québec, François Legault. M. Legault sera l'invité d'honneur du candidat de la CAQ dans Portneuf, Vincent Caron, dans le cadre d'un cocktail de financement du parti au club de golf Le Grand Portneuf à Pont-Rouge le mercredi 21 mars prochain et non pas le 21 avril. La ville de Saint-Raymond a décidé de s'attaquer aux problèmes de sécurité que vivent les brigadiers scolaires postés aux 2 intersections les plus achalandées près des 2 bâtiments Marguerite-Diouville et Saint-Joseph par l'utilisation d'une caméra de type GoPro. Cette mesure vise, oui, à assurer la sécurité des brigadiers, mais aussi celle des enfants, en plus de pouvoir intercepter les automobilistes fautifs, particulièrement sur l'heure du midi et à la fin des classes en après-midi. Pour nous en parler, nous accueillons le directeur du service d'incendie et de sécurité publique à Saint-Raymond, M. Jean-Claude de Paquette. Bonsoir, M. Paquette. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. M. Paquette, d'où vient cette initiative, justement, d'installer des GoPro sur... C'est suite les brigadiers et les brigadières étaient rendus qu'il y avait peur de faire la circulation parce que les automobilistes arrêtaient pas, puis ils ne faisaient pas attention. Quand ils faisaient signe d'arrêter, les automobilistes, il y en a plusieurs qui passaient pareil. Puis les autres, pour protéger les enfants, bien, ils avançaient au milieu de la rue, mais ils risquaient de se faire frapper, ils risquaient leur vie. Même, il y en a une qui s'est fait accrocher son dossard. Une chance que le dossard est emmanché à velcro, si vous voulez. Il s'est démanché. Mais là, on voyait que là, ça ne se laquait pas. Suite à ça, on a décidé de mettre, avoir des caméras. GoPro, de type GoPro. Oui. On a acheté 2, ça coûte environ 900 $. Et puis, on s'est informé à la Sûreté du Québec, voir si on a un temps réglementaire avec ça, produire des caméras aux brigadiers. La Sûreté nous a dit oui, on est en réglementaire, on va le droit de faire ça. Fait que suite à ça, on a 3 qui ont... Vous avez 3 infractions, si on veut, de la loi depuis la mi-février, parce que ça, c'est installé depuis... Ça fait environ 2 à 3 semaines qu'ils ont les caméras avec eux autres. Oui. Puis quand il arrive un incident, si vous voulez,
Ils peuvent filmer, même, c'est très clair, on voit même la plaque d'immatriculation du véhicule, on voit très, très bien, puis on voit même le chauffeur, si vous voulez. OK. Donc, c'est enregistré, par l'avant, donc le brigadier ou la brigadière se place puis elle a une petite caméra qui voit quoi c'est qu'elle filme. OK. Parce que si on prend l'école Marguerite-Deauville avec le collège, il y a une affaire environ de 800 jeunes qui voyagent dans 2 écoles. Et puis quand c'est surtout l'école Marguerite-Deauville, il arrive l'heure du midi, le matin ou le soir, il y a 14 autobus qui passent. Ouais. Fait qu'il faut prendre des mesures de sécurité pour les enfants, puis pour les brigadiers aussi, il faut les protéger. Parce qu'il y en a, pour protéger les enfants, bien, ils prennent un risque, ils avancent dans la rue, puis ils se mettent en avant des enfants, c'est correct, mais ils mettent leur vie en danger aussi. C'est sûr. Puis il ne faut pas attendre qu'il arrive un accident, qu'un enfant se frappe, on un brigadier. Il faut aller de l'avant. Oui, c'est ça. Ça veut dire que, dans le fond, si le brigadier est témoin de quelque chose de pas correct, là, dans le fond, c'est enregistré dans la caméra. C'est enregistré dans la caméra. Ça va à l'hôtel de ville. Ça va à l'hôtel de ville. D'autres, on remet ça à la sûreté. À l'ordinateur. L'ordinateur, on remet ça à la sûreté du Québec, puis le brigadier va aller témoigner comme de quoi que c'était bien... C'était bien ce véhicule-là, si vous voulez, qui a fait une infraction. Mais quelle est la force de loi, justement? C'est quoi le règlement au niveau policier à ce niveau? Bien, à ce niveau, si le brigadier, c'est clair qu'on voit la plaque. La plaque d'immatriculation. Le chauffeur. Puis le brigadier va témoigner. À ce moment-là, tout est correct. OK. Donc, le policier peut émettre à ce moment-là... peut émettre une infraction. Une infraction au propriétaire de l'automobile? Oui. Ou la plaque, avec la plaque, là? Oui. OK. Oui. Puis, jusqu'à maintenant, en fait, il n'y a pas eu d'amende? Non, mais il va c'est en processus? C'est en processus pour qu'il n'aille, si vous voulez, là. Parce qu'on a trois cas là, sur... Fautifs. Qui sont enregistrés. Et là, les enquêteurs de la Sûreté du Québec vont enquêter là-dessus. Vont enquêter là-dessus. Ça prend absolument une plainte, j'imagine? Oui, ça prend une plainte. Ça prend une plainte d'un ou d'une brigadière? Oui, une brigadière fait la plainte et puis la Sûreté, après ça, continue les procédures. Oui. Et puis, c'est pour ça. Puis là, bien là, nous autres, on l'a mis sur le site de la ville, sur le site de la ville, sur Internet. OK. On l'a mis dans le Martinet. Puis il est marqué dans le courrier de Portneuf. Fait que le monde peut se voir quoi c'est qu'on a, qu'est-ce qu'on a fait. Oui. Fait que ça va te bien faire lever le pied de sa pédale. C'est ça. Parce que... Dans les zones scolaires. Qui est de 30 km/h. 30 km/h. Qu'il faut respecter, effectivement. Oui. Puis, vous n'allez pas installer aussi une lumière? Oui, il y a une lumière. Quoi, l'hôtel de ville? Là? Au collège. Ah, au collège, oui. Au collège, mais il est déjà installé? Il est déjà installé, puis il va en avoir une à l'hôtel de ville qui va flasher, un petit bonhomme qui va flasher pour indiquer que les zones scolaires ralentissées. On essaie de faire ralentir le monde pour protéger les enfants, en fin de compte. Oui, non, c'est sûr. Puis, en fait, là, ça, c'est une première. Ça n'existe pas ailleurs. C'est une première. Ma connaissance, on est la première municipalité qui fait ça. Avez-vous l'impression que ça peut être une façon de faire? J'ai l'impression qu'on ne sera pas les seuls tout à l'heure. Il va y en avoir d'autres municipalités qui vont emboîter le pas, qui vont faire pareil pour protéger les enfants puis protéger les brigadiers. Oui. Parce que la sûreté ne peut pas tout le temps être là à chaque fois que les élèves sortent. Non, c'est sûr. Effectivement. Peut-être en terminant, on a une minute, il y a une petite mise en garde sur le site justement de la ville de Saint-Raymond concernant certaines compagnies qui remplissent les extincteurs. Les extincteurs, oui. C'est quoi le règlement? Bien, c'est parce qu'il y a une compagnie qu'on a eu plusieurs plaintes des résidents qui ont appelé à l'hôtel de ville pour me signaler qu'il y avait une compagnie qui appelait pour aller vérifier les extincteurs. Et puis j'ai dit, c'est bien $, mais ils n'ont pas de permis de la ville. Ça prend un permis pour passer de la ville de Saint-Raymond pour faire du porte-en-porte. Les autres, qu'est-ce qui arrive? Ils appellent le jour ou le soir. Ils prennent des rendez-vous pour aller vérifier les extincteurs, mais ils n'ont pas de permis. Okay. Fait que les gens, ils ont juste à lui demander le permis de la ville de Saint-Raymond.
Ouais. Si on réellement épargné de la ville de Saint-Raymond. C'est correct. Si c'est long, c'est correct. Ouais. Parfait. Alors, M. Jean-Claude Paquette, directeur du service d'incendie et de sécurité publique de Saint-Raymond, merci beaucoup. Merci, bonsoir. Merci. Peut-être un petit rappel justement au niveau des brigadiers. Sont en opération le matin entre 7h45 et 8h, entre 11h10 et 11h20, de 12h35 à 12h50 et entre 15h05 et 15h15, près des bâtiments Marguerite-Diouville et Saint-Joseph. Revenons sur le point de presse de la Fédération québécoise des municipalités, la FQM, à Shannon, jeudi dernier, à propos du transport collectif dans les milieux ruraux au Québec. Le président de la FQM et maire de Sainte-Catherine-de-Hatley, Jacques Demers, recommande au gouvernement de doubler d'ici 2020 le financement du transport collectif régional, qui est actuellement de 10 millions de dollars sur 5 ans. L'accroissement de la demande est indéniable. En 2007, on comptait 49 organismes du transport collectif en milieu rural, 78 en 2015 et on en compte 94 en 2018 répartis dans les 82 MRC et 10 municipalités hors MRC, ainsi que les administrations régionales Kativik et CRI. Ces organismes sont admissibles au programme d'aide du gouvernement en matière de développement du transport collectif. On estimait à 215 800 le nombre de déplacements en 2007, à plus d'1 million en 2015. Quelque 56 % des transports sont effectués en minibus ou en autobus, environ 14 % en taxi et taxis adaptés et près de 12 % en minibus ou en véhicules adaptés. Le covoiturage, le transport bénévole ou par autobus scolaire sont les autres moyens possibles du transport collectif. Le président de la FQM, Jacques Demers, nous décrit le portrait de la région de Québec. De la région de Québec, cela représente 50 150 déplacements en 2017 pour la MRC de la Jacques-Cartier. Du côté de la MRC de Côte-de-Beaupré, leur nombre a plus que quintuplé, c'est incroyable, depuis 2008, passé de 4 113 à 23 217 déplacements en 2017. Pour la MRC de Port-Neuf, côté de Port-Neuf, 24 000 déplacements, une croissance constante de ce côté-là. Ces trois MRC souhaiteraient augmenter et améliorer leurs offres de services. Mais malheureusement, le financement n'est pas au rendez-vous. Et la pression financière est de plus en plus grande envers les MRC. Du côté de la Jacques-Cartier, qui se décrit comme une MRC périurbaine, entre urbain et rural, on souhaiterait ajouter Shannon et Saint-Gabriel de Valcartier aux 5 dessertes actuellement disponibles aux citoyens, situés à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier et Fossambeau-sur-le-Lac, Lac-Beauport, Stoneham, Sainte-Brigitte de Laval et Lac-de-Lage. Écoutons le préfet de la MRC de la Jacques-Cartier et maire de Lac-Beauport, Michel Beaulieu. Pour être parfait au niveau du transport collectif, je veux juste que vous sachiez qu'on aurait besoin de 7 dessertes nord-sud. On n'en a que 5. Et c'est toujours une question d'argent. Donc, nous autres, on est vraiment en progression d'année en année. On dépasse maintenant les 50 000 transports annuellement. On en est très fiers, mais on a beaucoup de travail à faire pour bonifier cette offre-là. On croit essentiellement, là, et j'ai eu la chance d'en discuter avec le ministre Leclerc dernièrement, on croit vraiment qu'il faut au moins avoir 100 000 $ par 10 000 utilisateurs, ce qui serait pour nous le chiffre magique, là, qui nous permettrait notamment d'avoir une offre encore plus acceptable. On parle d'abribus, on parle de billetterie numérique. C'est ce genre d'aspect-là, et aussi évidemment les 2 nouvelles lignes qu'on pourrait ajouter à nos services. Mais on parle au moins de 500 000 $ comparativement à 275 000 là, qui, somme toute, là, bonifierait notre offre. Du côté de la MRC de Portneuf, outre une demande de financement du transport collectif sur 3 ans, au lieu d'annuel, la flexibilité des programmes serait un atout important. Écoutons le préfet et maire de Neuville, Bernard Gaudreault. Vous savez, le gouvernement du Québec met en place différents programmes dans différents secteurs d'activité et trop souvent, c'est qu'on a des axes et des critères d'intervention, sauf que le programme est administré par les gens, par des fonctionnaires à Québec. Alors, je profite de l'occasion pour vous rappeler que l'expertise en région, on en a. On a des gens qui connaissent bien le terrain et qui ne demandent pas mieux, évidemment, et pas moins, que de pouvoir administrer des programmes et être capable de les adapter suivant les réalités régionales.
La MRC de Portneuf investit quelque 70 000 $ par année pour le transport collectif via la Corporation de transport régional de Portneuf, la CTRP. Les navettes journalières de la CTRP relient quotidiennement, du lundi au vendredi, des municipalités de Portneuf à Québec. La ligne 1 dessert Saint-Raymond, Pont-Rouge et Neuville, et la ligne 2, Saint-Marc-des-Carrières, Deschambault, Portneuf, Cap-Santé, Donnacona et Neuville. Les navettes se rendent à la gare d'autobus Sainte-Foy, à l'Université Laval, à plusieurs cégeps et collèges, puis terminent leur trajet au Carré de Jouville via la colline parlementaire. Les principaux utilisateurs sont les travailleurs et les étudiants. À Neuville, les dirigeants et les employés de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf, la Régie verte comme on l'appelle aussi, ont procédé vendredi dernier à l'inauguration du nouveau garage qui remplace l'ancien, devenu trop petit pour répondre aux nouvelles réalités. La Régie a investi 900 000 $ dans la construction du bâtiment de 2 étages, d'une superficie de 8 000 pieds carrés, 80 par 100 pieds, et qui peut abriter les quelques 22 véhicules actuels. 75 000 $ supplémentaires ont été investis à l'achat de nouveaux équipements pour un projet total de près du million. L'ancien garage, situé à l'entrée principale du site, a été construit en 1988 et ne pouvait abriter que 3 véhicules lourds. Il servira maintenant d'entrepôt. Le nouveau garage a été construit dans un secteur du site où les citoyens n'ont pas accès. Un élément sécuritaire qui a été considéré par les dirigeants, comme nous dit le président de la Régie, Bernard Gaudreault. L'ancien garage étant à proximité du site, il y a quand même beaucoup de va-et-vient, évidemment, à l'entrée du site. Mme Duval, qui est là, capable d'en témoigner. Donc, il y a beaucoup de camions, beaucoup, évidemment, de citoyens qui viennent aux écocentres. Donc, ça commençait peut-être, évidemment, en anticipant certaines problématiques de logistique de transport. Donc, en déplaçant nos opérations vraiment sur le site, puis en se dégageant, évidemment, de la voie d'accès principale pour les citoyens, on vient en même temps, du même coup, améliorer la sécurité pour les usagers du site et des écocentres à Neuville. Au cours de l'été prochain, les citoyens seront invités à une journée porte ouverte sur le site de la Régie afin de constater l'ampleur des opérations dans la gestion des matières résiduelles. Écoutons à nouveau le président et maire de Neuville, Bernard Gaudreault. Comme je répète souvent, la majorité des citoyens et citoyennes, évidemment, de Portneuf, Jacques-Cartier, Mekinac, sont desservis par la Régie. La relation avec leur site d'enfouissement, c'est généralement la relation avec la poubelle aux 2 semaines, près, évidemment, du chemin public. Mais la Régie, c'est beaucoup plus que ça. Alors, ce que les citoyens voient, c'est la pointe de l'iceberg, mais tout ce qui est en amont, ce qui est à l'arrière de l'ensemble des infrastructures et de la gestion d'un site d'enfouissement est non seulement phénoménal, mais je vous dirais, d'un point de vue éducatif, c'est très impressionnant de pouvoir avoir le privilège de venir visiter et de constater tout ce qui se fait sur, évidemment, le site d'enfouissement de Neuville. Rappelons que la Régie verte gère les matières résiduelles de 23 municipalités, dont 18 de la MRC de Portneuf, 4 de la MRC de la Jacques-Cartier, 1 de la MRC de Mekinac et la MRC de Portneuf pour les territoires non organisés. Quelques 69 000 personnes et plus de 1 200 institutions, commerces et industries sont desservies par la Régie. La Corporation du bassin de la Jacques-Cartier, la CBJC et ses partenaires des gouvernements du Québec et du Canada entreprennent au cours du mois de mars une démarche de sensibilisation de lutte aux espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la réserve écologique de la tourbière de Shannon. La réserve écologique de la tourbière de Shannon est considérée comme un milieu naturel d'exception et son statut de réserve écologique lui offre une protection intégrale. On retrouve notamment la 2e plus grande population de la listère du Sud au Québec, soit plus de 500 individus de cette espèce floristique désignée menacée. La tourbière est aussi l'habitat d'une population d'excellente qualité, plus de 1000 individus de la platentaire à gorge frangée, une autre espèce floristique rare. On estime que la réserve écologique de la tourbière de Shannon est vulnérable à plusieurs activités humaines, dont l'exploitation d'une sablière, et en plus des espèces végétales exotiques envahissantes présentes à proximité. Les citoyens qui vivent près de la réserve seront visités de porte à porte par un employé de la CBJC au cours du mois de mars. On souhaite mettre sur pied une brigade citoyenne pour réaliser différentes interventions de contrôle
dès ce printemps. Il est possible de faire partie de la brigade citoyenne en communiquant avec la CBJC, dont les bureaux sont à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Le député de Portneuf, Michel Matte, et le maire de la ville de Saint-Raymond, Daniel Dion, ont annoncé ce mardi une contribution financière de 15 000 $ du ministère québécois de la Famille qui permet d'ajouter 2 semaines de camp de jour aux jeunes, une 7 semaines de relâche et une autre durant la prochaine période estivale, portant à 9 le nombre total de semaines à organiser et à animer. Le service des loisirs de la ville de Saint-Raymond avait déposé un projet dans le cadre du programme de soutien à des projets de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale 2018. Ce programme est du ministère de la Famille, un programme qui existe depuis 2012. Saint-Raymond est la première et la seule municipalité ou organisme à but non lucratif dans Portneuf à recevoir une aide financière de ce programme depuis les débuts et a été retenu parmi les 60 projets financés cette année au Québec pour un total de 590 000 $ accordés. Ce montant de 15 000 $ s'ajoute aux 60 000 que la Ville investit pour les 9 semaines de camp de jour en 2018 et lui permet d'assurer un ratio de 1 animateur pour 7 jeunes. Jimmy Martel du service des loisirs de Saint-Raymond nous décrit le programme qu'il a développé pour la semaine de relâche. En premier lieu, la semaine de relâche qu'on a créée après avoir été approuvé par la subvention. C'est une semaine d'activité complète en plein air, accompagnée de 3 animateurs, dont notre responsable, Cindy Rolette. On encadre cette semaine 22 jeunes de 5 à 11 ans. On aurait pu avoir plus de jeunes. Par contre, quand on a démarré le programme de la relâche, c'était tardif. Il y a beaucoup de jeunes qui étaient déjà engagés, soit avec les services de garde, soit avec les services familiales de garde. L'an prochain, je suis persuadé qu'on aura le double, peut-être le triple d'inscription pour ce type de semaine de relâche-là. Pour donner un exemple d'activité cette semaine, nos jeunes vont aller visiter la majorité des attraits de Saint-Raymond en plein air. Ils sont allés au Camp Portneuf aujourd'hui, ils vont dans la Vallée-Bas-du-Nord jeudi, ils vont aller au cinéma Alouette, au salon de quai, ils vont aller glisser au centre de ski, ils sont allés profiter du village des sports hier. Les aides financières permettent de réduire les coûts à 99 $ par enfant résident de Saint-Raymond pour la semaine. 28 animateurs à 40 heures semaine seront en opération l'été prochain pour encadrer et animer les quelques 220 jeunes durant les 8 semaines de camp de jour. Et justement, les dirigeants et animateurs du camp Portneuf au lac Sept-Îles vivent une de leurs semaines de relâche les plus intenses depuis bien des années avec les camps familiaux et différents camps de jour, dont celui de Saint-Raymond. D'ailleurs, depuis la relance en 2015, le camp Portneuf ne cesse de croître et développe de nouvelles avenues, dont une offre de camps de vacances aux jeunes qui vivent avec un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, le TDAH, une première dans la grande région de Québec. Et pour nous en parler, nous avons rencontré la directrice du camp Portneuf, Marie-Pierre Lacasse, ce mercredi en plein boulot entre la cuisine et le service à la clientèle. Marie-Pierre Lacasse, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Et toi? Oui, ça va super. On a une belle semaine de relâche. Oui, ça va très bien. Belle semaine. Justement, nous sommes le mercredi en plein centre de la semaine de relâche. Oui. Comment vous la vivez ici? Très bien. En fait, les employés sont super contents. On a une super belle température. On a environ une quarantaine de personnes en camp familial pour la semaine. On a aussi des enfants en journée plein air, donc des sorties de camp de jour de la région ou de services de garde, en fait, qui montent pour la journée venir profiter du site. Puis en plus de ça, on a un camp de jour de 10 enfants de Saint-Raymond qui sont là pour la semaine. Donc, c'est vraiment une belle semaine. Oui, vous êtes combien d'employés, justement, qui permettent l'accueil? Dépendamment de chaque journée, ça varie entre 15 et 20 employés là, par jour. OK. Parlons, Marie-Pierre, du projet d'instaurer un camp adapté aux jeunes vivant avec un TDAH. Oui, en fait, exactement. D'où vient cette initiative? Bien, il y a plusieurs besoins, dans le fond, qui ont apparu dans les dernières années. Il n'y a aucun camp actuellement qu'on connaît qui a cette formule-là. Donc, il y a des camps qui reçoivent des jeunes avec TDAH, naturellement. Nous, la différence, en fait, c'est que c'est un camp qu'on va
la différence, c'est plutôt d'avoir un groupe spécialisé parmi un groupe des enfants dits réguliers. Nous, tous les enfants vont vivre avec un TDAH au camp de vacances. Donc, vraiment au programme là, où les enfants de séjour, où les enfants viennent dormir du dimanche au vendredi. Donc, ça, c'est une nouveauté. En fait, c'est ce qui caractérise notre programme. On a un ratio de 1 pour 3, donc un moniteur pour 3 enfants, ce qui fait que c'est des groupes qui sont plus adaptés, ce qui permet aux enfants d'être mieux encadrés, ce qui fait qu'ils vont être plus libres aussi, puis plus normales dans leurs activités. T'sais, ils vont avoir à être moins restreints parce qu'il y a plus de supervision d'adultes dans les alentours, dans le fond. Oui. Pourquoi il n'y a pas de camp comme ça dans la grande région de Québec? J'en ai aucune idée, je sais pas. Ça, je peux pas. Je dirais que c'est difficile à répondre. Je pense que c'est une nouvelle formule de camp, en fait, qui n'existait pas auparavant. Il y a des camps pour des personnes avec déficience intellectuelle, des personnes handicapées physiques. Il y a des camps pour d'expédition, de différentes choses. Ben nous, on a décidé de se caractériser avec ça. Puis je pense que on a un site qui est parfait pour ça. On a une philosophie aussi de communauté, d'aventure, vraiment là, qui favorise le développement des enfants. Puis surtout des enfants avec un TDAH qui ont une super belle crédibilité, une belle sensibilité. C'est vraiment, je pense que c'est adapté pour eux. Qu'est-ce que ça exige, outre justement le 3 pour 1 d'animateur? Je dirais l'adaptation des ratios, l'adaptation de la programmation aussi, dans le sens de pouvoir... On avait déjà une programmation qui était flexible, mais là, c'est vraiment de pouvoir être à l'écoute des enfants, vraiment pouvoir suivre leur rythme plutôt que de leur imposer le nôtre. Il y a aussi la présence de plus de personnel à l'infirmerie parce que c'est des enfants qui souvent prennent la médicamentation ou ont des suivis. En fait, le camp grossit aussi, donc ça nous permet de mieux servir l'ensemble de notre clientèle, mais au niveau du camp de vacances, c'est sûr que ça va être important. Puis aussi la présence d'étudiants d'intervention qui vont nous aider là, à pouvoir justement bien suivre là, le déroulement des séjours, mais aussi la façon dont les enfants vont réagir au séjour. Oui. C'est quoi exactement le TDAH? Écoutez, je ne suis pas éducatrice spécialisée là, ou psychoéducatrice dans la vie, mais en gros, le TDAH, en fait, ça vient premièrement avec plusieurs phénomènes. Donc, ça vient entourer, il y a différents spectres autour du TDAH. Donc, ce qu'on appelle les troubles associés, donc le trouble de la tourette, le trouble d'opposition, l'anxiété, impulsivité, agressivité, et j'en passe. Là, il y en a 8 là, qui sont entourant, dans le fond, le TDAH, ce qui fait qu'un enfant a rarement seulement un diagnostic de TDAH. Il vient avec 1 ou 2 troubles associés qui sont plus ou moins forts selon les cas. Le TDAH, en soi, c'est vraiment, c'est physique, en fait. Donc, c'est les connexions au cerveau qui ne se font pas de la même manière que tout le monde. On pense souvent que les enfants sont énervés, mais c'est pas nécessairement qu'ils sont énervés, c'est juste parce qu'on peut avoir un TDA sans avoir d'hyperactivité. Oui. Donc, c'est vraiment au niveau de la concentration, au niveau de la compréhension des consignes, au niveau aussi de la rapidité d'exécution, dans le sens que les enfants s'épuisent plus facilement, et les adultes, la même chose, s'épuisent plus facilement dans les tâches qu'ils font. Donc, les activités ne peuvent pas être de la même durée que d'autres, puis ils ont plus d'énergie aussi. Donc, ils ont besoin de vraiment être physiquement actifs, puis être impliqués aussi. C'est des enfants qui ont besoin de comprendre beaucoup le pourquoi des choses, afin de pouvoir vraiment saisir l'enjeu, les consignes à faire. Donc, ils n'écoutent pas nécessairement ce qu'on dit, mais ils écoutent ce qu'ils ont à faire et ils vont le modéliser. En gros, c'est comment je pourrais le vulgariser, mais comme je dis, c'est pas... OK. Mais est-ce que vous êtes associé à différentes organisations justement pour vous aider à élaborer votre programme? Bien, dans le fond, nous, on a élaboré notre programme. On s'est associé avec Panda de la capitale nationale pour pouvoir justement élaborer tout ce qui est le côté suivi des parents, intervention avec les enfants aussi, puis référence de campeurs. Donc, vraiment pouvoir aller chercher la population qui en a besoin, puis la population qui va vouloir participer à ce type de programme-là et qui est ciblé, en fait, là, pour que le message se rende. Parce que ça serait triste d'avoir une ressource comme ça et qu'elle soit pas vraiment atteinte, qu'elle n'atteigne pas la bonne population, en fait. Là. Oui. Vos objectifs pour la première année, en fait, d'opération de ce genre de camp, est-ce que vous êtes fixé des objectifs? Oui, mais en fait, on s'est fixé vraiment un objectif de 50... Nous, on veut recevoir 56 enfants par semaine pendant 4 semaines. Donc, on a décidé de consacrer la moitié du premier été. Question de vraiment mettre en place ce programme, le vivre, puis être sûr de pouvoir faire une évaluation à la fin de ça pour pouvoir ensuite lancer là, à temps plein, là, vraiment l'été au complet, là, je dirais, pour ce programme-là. Okay. Puis l'autre volet qui est intéressant, c'est qu'on développe aussi un programme d'expédition. Donc, cette année, on offre des séjours de 2 semaines avec une expédition de canot camping dans la réserve faunique de Port-Neuf pour les 10 à 12 ans. Puis un programme de 2 semaines avec une expédition de 8 jours de canot camping en lac dans le parc La Mauricie. Okay. Donc, l'idée est vraiment, parce que les expéditions, c'est une expérience qui est vraiment incroyable pour les jeunes. Puis c'est un endroit où les jeunes peuvent aussi s'impliquer, participer, prendre en charge des aspects. Puis ça, c'est quelque chose qui, pour des jeunes avec un TDAH, fonctionne extrêmement bien. Puis en plus, c'est une expérience de vie qui va leur rester qui va être transférable dans d'autres milieux. Fait que pour ça, bien, on a vraiment développé ce programme-là. Puis l'objectif, c'est de le développer de plus en plus dans les années qui s'en viennent aussi. Oui. Est-ce qu'il y a un modèle ailleurs que dans la grande région de Québec de la façon dont vous voulez fonctionner? Bien, il y a un camp en Ontario qui s'appelle le camp Kodiak. Au Québec, présentement, de ce que nous, on le sait dans le milieu certifié des camps
des camps au Québec, il n'y a pas de camp qui se consacre complètement à une clientèle TDAH. Mais le camp Kodiak en Ontario roule depuis déjà, je pense, c'est 25 ou 30 ans. Puis eux reçoivent aussi une clientèle plus spectre de l'autisme. Nous, on sait vraiment TDAH et troubles associés. Mais c'est ça, donc eux le roulent depuis longtemps. Puis c'est un modèle qu'on a regardé pour s'inspirer. Tu sais, question de vraiment... moi, j'ai discuté avec la directrice à l'automne pour voir un peu comment ça se passait chez eux. Puis on s'informe un peu partout. Là, on embarque, et moi et Olivier, qui est directeur adjoint, dans des formations, dans des ateliers, des conférences, pour vraiment essayer d'aller chercher aussi un bagage, puis s'associer avec des psychoéducateurs, des médecins qui vont pouvoir supporter la cause. Oui. Est-ce que les gens peuvent déjà s'inscrire, en fait? Absolument. Les inscriptions sont ouvertes depuis la semaine dernière. Donc, il y a possibilité de se rendre sur notre site web au www.camp-portneuf.com. Quand vous arrivez là-dessus, il s'agit de trouver l'onglet « Camp de vacances adapté pour les enfants avec le TDAH ». Puis l'inscription est directement en ligne sur notre site. Donc, il s'agit de s'inscrire. On offre aussi de l'aide financière pour les familles qui auraient peut-être plus de difficultés à se procurer des séjours. Donc, si les gens qui pourraient en avoir de besoin sur leur situation peuvent nous contacter directement au camp. Puis à ce moment-là, on va pouvoir évaluer leur dossier et voir avec eux qu'est-ce qu'on est capable de faire dans la mesure où on peut le faire aussi. Oui. Quel âge vous acceptez? Oui, donc de 7 à 16 ans. Donc, il y a des séjours d'1 semaine et de 2 semaines pour des enfants de 7 à 16. Oui. Et peut-être en terminant, le camp Portneuf, c'est quand même assez récent. Là. Vous avez ça fait 2 ans à peu près la nouvelle formule. Oui, comment ça va jusqu'à maintenant? Ça va super bien. En fait, on a commencé. C'est sûr que quand on a repris les opérations, il y avait beaucoup de travail parce que le site, de un, est âgé. C'est quand même notre 76e été d'opération. Fait que ça vient avec une beauté incroyable, une rusticité, mais aussi beaucoup de rénovation. Donc, grâce au Chevalier Colomb, majoritairement le conseil de Saint-Raymond, on a réussi à remonter énormément d'aspects du site. On a aussi la ville de Saint-Raymond qui a été très partenaire au niveau des ressources, aussi même dès le départ, là, ne serait-ce que des ressources techniques, du support, l'ensemble de l'œuvre. Puis, depuis 2015, en fait, on a une croissance d'à peu près 50 %. Donc, on est vraiment content. C'est bien parti. On est sur une belle lancée. Puis, je pense que cette semaine, c'est un exemple qui est frappant. L'année dernière, on avait 8 jeunes au camp de jour et une location de chalet pendant la semaine de relâche. Puis cette semaine, on est plein avec 15 à 20 employés. Fait que... Qu'est-ce qui reste à faire? Est-ce qu'il y a encore des travaux à réaliser au cours des prochains mois? Ou Oui, il nous reste, c'est sûr, on a l'ouverture du site au printemps qui s'en vient, sur lequel on utilise toujours une espèce de méthode pour pouvoir réparer des choses, mettre les choses en place pour la saison. On a des projets aussi là, qui sont présentement en attente de moyens de financement, en fait, là, pour réussir à je m'excuse, c'est le chat en ligne, pour combler pour combler des trucs, entre autres la cafétéria qui a besoin. Il nous reste des toitures, la cafétéria, l'installation, on a acheté de nouveaux quais dans le fond cet automne, donc il faut qu'on réinstalle à la plage pour refaire là, la devanture en quai flottant et plein d'autres projets là, qui s'en viennent dans les mois, même les années à venir. Là, oui. Alors, Marie-Pierre Lacasse, merci beaucoup et bonne semaine de relâche. Merci de vous être déplacés. Après la pause, les actualités culturelles et communautaires avec Odile Pelletier et on parlera Ligue d'improvisation avec un invité en studio. Ce bulletin d'information vous est présenté par votre Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, qui est fière de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Bonsoir, Odile. Bonsoir. Tout d'abord, tu nous parles de Raymondois d'origine qui se démarque hors Portneuf. En effet. Alors, bienvenue Alice de Claudine Paquette et un des 3 livres finalistes pour le prix de création littéraire de la Bibliothèque de Québec et du Salon international de livre de Québec dans la catégorie jeunesse. Ça fait 16 ans que la Bibliothèque de Québec et le Salon du livre de Québec décernent ce prix à un ouvrage écrit par un auteur de la Ville de Québec. Alors, la récompense est divisée en 2 catégories, celle de la littérature
adulte et celle de la littérature jeunesse. Et chacun des finalistes reçoit la somme de 500 $, tandis que le lauréat va recevoir un montant de 5 000 $. Alors, ce prix vise à encourager les auteurs de la région et à promouvoir la qualité de leurs œuvres. Et le jury, constitué de 4 personnes issues du milieu du livre, soit un libraire, un auteur, un bibliothécaire, un professeur ou un journaliste critique. La date de dévoilement des gagnants, par exemple, n'a pas été encore fixée par rapport à ça. D'un autre côté, il y a Sweet Bandit Studio, qui est une compagnie de jeux vidéo de Québec qui a été fondée le 16 septembre 2016 par 3 anciens employés de Binox Activision, dont Philippe Pelletier-Baribeau, natif de Saint-Raymond, qui ont appris la semaine passée qu'ils étaient finalistes à 2 grands concours qui s'adressent aux studios indépendants. Alors, tout d'abord, ils font partie des 8 finalistes du concours Série Indie d'Ubisoft. Alors, seulement 3 compagnies de Québec ont été sélectionnées contre 4 de Montréal et 1 de Rimouski. Et c'est le 15 mars prochain qu'ils vont se rendre à Montréal pour tenter de rafler une bourse de 50 000 $. Et quelques jours plus tard, ils ont appris qu'ils étaient un des 5 finalistes de la grande finale de Catapulte, 4e édition à Québec. Ça, c'est le 5 avril prochain que ça va se tenir. Il va y avoir d'abord une période de formation et de soutien, puis les 5 studios qui ont été choisis vont devoir aller défendre leur jeu et leur plan de commercialisation lors d'une grande finale qui est présentée pendant la Semaine numérique de Québec. Et Catapulte, c'est une initiative qui a été créée en 2014 par le Créneau d'excellence art numérique et divertissement interactif et par Québec International en partenariat avec la Caisse des Jardins de Québec. Alors, ils sont donc finalistes de cette compétition pour une 2e année consécutive, puis espèrent cette année remporter la bourse qui est quand même de 100 000 $, dont 55 000 $ en argent et le reste est en service. Ah oui. Alors, on souhaite les meilleures des chances à Claudine Paquette et à Philippe Pelletier-Baribeau. Intéressant. Et des studios Sweet Bandits. Philippe Pelletier-Baribeau, c'est proche de toi, ça? Bien, pas mal, oui. C'est pas mal, ça? C'est ton garçon? Bien, j'étais un peu gênée d'en parler, mais écoute. Non, mais c'est une belle nouvelle, voilà. C'est une belle initiative, en fait, d'affaires à suivre. À suivre, oui. Je vais vous en reparler s'il gagne, c'est certain. C'est sûr. Voilà. Encore plein de spectacles à la Taverne de Saint-Casimir au mois de mars. Oui, la Taverne continue de nous impressionner avec une programmation vraiment variée et des nombreux spectacles. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors, en mars, on peut entre autres aller voir Danny Placard le 10, Marjo le 17, Isabelle Blais et Pierre-Luc Briand le 23, Michel Pagliaro le 30 et finalement Galaxy qui reviennent à Saint-Casimir pour présenter leur nouvel album Super Lynx de Luxe le 31 mars. Alors, pour connaître les autres spectacles, parce que je ne les ai pas tous nommés, les heures et les tarifs, eh bien, vous avez juste à consulter la page Facebook La Taverne. Bien sûr. Autre activité en lien avec la Journée internationale de la femme, c'est aujourd'hui le 8 mars. Oui, en fait, la journée. On étire ça sur, sur plusieurs jours parce que c'est plus agréable de faire ça la fin de semaine. Alors, cette fois-ci, ça se passe à la sacristie du relais de la Pointe des Écureuils à Donnacona. Ça, c'est l'ancienne église, là, évidemment, des Écureuils. Le Centre de femmes de Portneuf vous convie à une soirée sous le thème féministe tant qu'il le faudra, samedi le 10 mars. D'abord, il y a un 5 à 7 avec des petites bouchées, tout ça. À 20h, il y a une soirée cabaret avec des artistes apprentis ou confirmés, dont Angélique Amiot, Arimanda A et Annie Dupuis. Et le tout se termine avec le spectacle multidisciplinaire Claire de femme de Flavie Dufour, qui joue avec les contrastes de sa voix et une poésie, ils disent kinesthésique, donc un peu avec des mouvements. Alors, Flavie aborde les facettes de la vie d'une femme qui pèle sa carapace en cheminant de la solitude vers la relation à l'autre. Claire de femme, c'est un spectacle qui a été présenté, entre autres, l'an dernier, durant le mois de la poésie à Québec. Donc, l'auditoire va devoir aussi, pendant le spectacle, essayer de faire une expérience de décarapacement. De décarapacement. Oui, d'enlever ses carapaces de ce qu'on met quand on parle aux autres, des fois. Alors, pour le 5 à 7, ça coûte 6 $. Pour le cabaret spectacle, 6 $. Et quelqu'un qui veut aller aux 2 activités, ça coûte 10 $. Les billets sont en vente à la porte ou auprès du Centre de femmes de Portneuf. Alors, n'hésitez pas à communiquer avec eux pour vous procurer un billet à centrefemmes avec un S, Portneuf à commercial@gmail.com. Puis, il y a aussi des billets en attente, ça je trouve ça intéressant, qui sont disponibles pour celles qui n'ont pas les moyens d'y aller. Donc, quelqu'un qui aurait des problèmes financiers peut communiquer avec eux pour avoir ces billets en attente-là qui sont disponibles pour des gens qui n'ont pas les moyens financiers pour y aller. Bonne idée. Plus de détails sur la page Facebook de Relais de la Pointe des Écureuils. Bon. Tu nous parles maintenant d'un atelier feutré à Deschambault-Grondines. Oui, à Deschambault-Grondines, le 24 mars, de 9h à 16h. Karine Brouillette donne un atelier de feutre avec la technique humide. Alors, le feutre, c'est ce qu'on faisait avant. Là. On pouvait faire de la laine qui était rétrécie. C'est un peu cette technique-là. Et il reste quelques places disponibles. La première partie d'atelier, donc, est consacrée aux bases de la technique. Les participants, donc, expérimentent des mélanges de couleurs, de matières, en plus de se familiariser avec le
processus complet de foulage. Et en deuxième partie, l'apprentissage va être poussé plus loin. Et là, ils vont pouvoir faire des pièces en 3 dimensions, mais sans couture. Alors, on est capable avec ça de faire ça. Cette technique-là s'adapte donc à une variété de projets que les participants vont pouvoir reprendre rendus à la maison. Alors, pour avoir plus de détails sur le lieu, les coûts et tout ça, bien, vous avez juste à aller sur la page Facebook de Culture et patrimoine Deschambault-Grondines. D'ailleurs, vous allez retrouver sur cette page-là plusieurs autres ateliers, de la broderie, de la réparation, de l'entretien de fenêtres antiques, etc. Donc, de temps en temps, je vous en reparlerai, mais c'est intéressant. Il y a vraiment une belle offre d'ateliers là-bas. Tout à fait. Rencontre d'auteurs, cinéma, télévision et web au programme. Il y en a des choses en Port-Neuf. Alors, le Centre d'alphabétisation L'Ardoise propose prochainement une rencontre avec l'auteur Caroline Roy-Élément et Mathilde Saint-Mars, qui sont derrière le roman graphique Le Dernier Mot. Donc, c'est un roman avec des très beaux dessins. Alors, l'histoire, en gros, c'est un père de 82 ans, de classe moyenne, qui annonce à ses 7 enfants qu'il n'a jamais su lire. Puis là, la nouvelle crée l'effet d'une bombe, parce qu'en plus, cet homme-là était lettreur dans la vie. Donc, il écrivait des lettres. C'était son métier. Et personne ne comprend qu'on ne s'était pas aperçu de ça avant. En fait, c'est une rencontre que vous allez avoir avec les filles qui ont fait ce livre-là. Puis c'est pour encourager le projet des boîtes à livres de l'Ardoise. Alors, c'est samedi, le 10 mars, à 14h, et c'est gratuit. En plus, bien, au cinéma Alouette, il y a le dernier film de François Girard qui prend l'affiche. François Girard qui a réalisé, entre autres, Le Violon rouge et Soi. C'est du 9 au 14 mars seulement. Alors, si vous voulez y aller, il faut en profiter quand c'est le temps. C'est Hochelaga, Terre des Hommes, une production québécoise d'envergure qui nous fait traverser des siècles d'histoire dans un même lieu à Montréal. Que j'ai vu d'ailleurs. Oui. Puis, j'ai hâte d'y aller, moi. Non, bien, moi, je m'intéresse beaucoup aux Autochtones. Oui, ça a l'air. Belle scène. Ça a l'air bien intéressant. Oui, bien fait. Alors, moi, je me suis retenue pour aller le voir à mon cinéma Saint-Raymond. Alors, ça vaut la peine d'aller voir l'œuvre de ce réalisateur audacieux qui se fait plus rare au cinéma parce qu'il fait beaucoup de mise en scène à l'opéra. Gros budget, 15 millions, je pense. Oui, pour un film québécois, c'est énorme. Ensuite, il y a le jam, bien sûr, de musique traditionnelle qui a lieu le 9 mars de 8h à minuit. C'est encore une fois à la sacristie du relais de la Pointe aux Écureuils, à Donnacona. Et c'est après le 5 à 7 animé. Alors, vous pouvez aller au 5 à 7 puis rester pour la soirée. C'est ouvert à tous et c'est gratuit. Alors, voilà. Si vous êtes aussi dans un OBNL, donc un organisme à but non lucratif, ça peut être autant au niveau culturel que communautaire, et que vous voulez diversifier vos sources de financement, la MRC de Portneuf, en collaboration avec Emploi Québec, organise une journée de formation gratuite qui porte justement sur les collectes de fonds et les recherches de commandites, et c'est le 28 mars prochain. Les places sont limitées, alors si ça vous intéresse, inscrivez-vous, c'est via la page Facebook de la MRC de Portneuf. Ensuite, bien, je fais une petite parenthèse pour dire que si vous voulez suivre toutes sortes d'activités, d'ateliers, Portneuf Culturel a un site web et une page Facebook du même nom. Il faut les consulter régulièrement pour suivre ce qui se passe. Et aussi, si vous êtes un acteur du milieu et vous avez le goût de promouvoir votre activité, bien, c'est une belle place pour envoyer notre information. On peut le faire directement par le site web ou encore en contactant Eliane Trottier, qui est l'agente de développement culturel de la MRC. Oui. Et pour finir, bien, ceux qui n'auraient pas eu la chance de voir les émissions de Jeanne Culture, qui est une fille de Saint-Casimir, Jeanne Culture, elle nous présente des artistes, des artisans, des restaurateurs, des défenseurs du patrimoine, bref, toutes sortes de gens qui travaillent au niveau culturel puis qu'on ne connaît peut-être pas beaucoup. Bien, on vous invite à aller sur le site web de CGSR puis de cliquer sur l'onglet émissions et d'aller dans Jeanne Culture. Tu travailles là aussi, toi, tu t'occupes du son, hein? Moi, je fais le son de cette émission-là. Puis ton chum, il fait la caméra et le montage. Voilà. Denis Baribeau. Oui. Il y a d'autres émissions qui s'en viennent? Il en reste une ce soir, si je ne me trompe pas. OK. Ouais. C'est fini après? Non. C'était 8 pour l'instant. OK. À suivre. À suivre. Et là, on parle d'une ligue d'improvisation qui voit le jour à Pont-Rouge. Oui, et on a en studio un invité, Charles Hardy, qui est président et fondateur de la LIP 9. Et ma première question, c'est pourquoi le nom de LIP 9? En fait, c'est pour Ligue d'improvisation de Port-Neuf. Donc, P et le 9 forment un Port-Neuf. OK. Et est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs qui viennent d'un peu partout? Ou... En fait, oui, on a beaucoup de joueurs qui viennent de Pont-Rouge, puisque c'est les jeudis soirs à 19h45 au Moulin Marcoux de Pont-Rouge. On a des joueurs principalement, là, on a 5 qui viennent de Pont-Rouge, on en a 2 qui viennent de Saint-Marc-des-Carrières, on en a un aussi
aussi de Saint-Raymond. Donc, puis aussi une madame de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier qui vient tout récemment de rejoindre nos rangs. Donc, on est très heureux là, de l'avoir parmi nous. Puis, c'est ça, c'est des gens, on invite tous les gens là, qui sont intéressés à faire de l'improvisation à nous contacter via la page Facebook ou à venir tout simplement là, les jeudis soirs à 19h. C'est là qu'on forme les équipes. Il est encore temps de s'ajouter. Il n'y a pas d'équipe fixe pour l'instant. C'est un concept d'improvisation qu'on appelle open. Donc, c'est les gens du public qu'on invite soir après soir qui viennent nous voir, qu'on les invite à venir embarquer puis essayer avec nous. On a quand même là, une dizaine de joueurs qui sont des joueurs réguliers, qui sont là à tous les soirs. On a une dizaine d'autres joueurs qui sont là plus occasionnels parce qu'on a des gens qui viennent de Lévis, on a des gens qui viennent aussi de Québec. Ça va au-delà de quoi? En fait, les gens qui viennent de Québec et de Lévis, c'est des gens là, qui faisaient partie de l'aventure avec nous parce qu'il y a déjà eu une ligue il y a 10 ans à Pont-Rouge. C'est des gens qu'on a rappelés, là, puis ils étaient assez mordus d'improvisation pour, faire la route. À l'époque, ils résidaient à Pont-Rouge? Ils résidaient en fait à Donnacona avant, là, mais sont rendus, c'est ça, avec la dizaine d'années qui a passé, maintenant sont rendus effectivement à Québec. Et est-ce que ça a lieu durant toute l'année ou c'est vraiment plus durant Ça va arrêter à la fin avril. Par la suite, on va recommencer en automne. Vous suivrez la page Facebook là, pour avoir les dates officielles en automne pour le retour de la LIP. Présentement, c'est ça, on va arrêter. L'improvisation l'été, il y a beaucoup de choses qui se passent avec les spectacles au Moulin-Marcoux. Donc, on ne veut pas entrer non plus en conflit d'intérêts avec ce qui se fait déjà là-bas. Donc, on profite là, de la saison de l'automne et la saison hivernale là, pour faire nos activités. Donc, quelqu'un peut se rendre là un soir, dire ce soir, ça me tente d'embarquer. Exact. Puis, on peut embarquer. En fait, il peut venir voir en tant que public une semaine, comme nos deux madames là, qui viennent de nous rejoindre récemment. C'est deux personnes qui étaient dans le public, puis que la semaine suivante ont décidé de venir essayer avec nous l'aventure. Donc, pour le modique coût de 2 $, vous pouvez venir assister à tous les jeudis soirs à 19h45 au Moulin-Marcoux. Tu disais qu'il y avait déjà eu de l'impro il y a 10 ans. Et qu'est-ce qui vous a donné le goût d'en refaire, de remettre ça? En fait, c'est un petit peu le tournoi qu'il y a eu ici à Saint-Raymond dans le cadre du 175e de la municipalité. On a vu qu'il y avait un intérêt dans le comté pour l'improvisation. Moi, c'est sûr que quand j'ai quitté Pont-Rouge pour mes études, j'ai continué d'en faire à Ottawa. Puis, quand je suis revenu, c'est ça, la Ligue s'est terminée. Puis, bon, depuis tout ce temps-là, j'ai toujours voulu retenter l'aventure. Puis, c'est ça, cette année, j'ai dit, il faut y aller, il faut mettre ça de l'avant parce qu'il y a eu un événement à Saint-Raymond, puis il y a eu une belle... Et votre rêve, est-ce que ça serait qu'il y ait des équipes de différentes villes? Est-ce que ça resterait toujours la formule open ou il peut y avoir une évolution là-dedans? Il peut y avoir une évolution. En fait, le projet de départ était d'avoir des équipes dans chaque municipalité, puis de faire des matchs interrégionaux. On n'a pas eu assez d'inscriptions. À ce moment-là, on a décidé d'y aller plus dans la formule open pour voir, c'est ça, puis pour pouvoir faire le bouche à oreille dans le comté. Là, ça va bien. On a des gens qui viennent rejoindre nos rangs de plus en plus. On espère que ça continue davantage. Si vous êtes intéressé, vous à la maison, on vous invite à aller sur la page Facebook, là, LIP9, puis de rentrer en contact là, avec moi ou ma vice-présidente Suzy Fournier. Puis on va répondre là, à toutes vos questions. Puis on laisse personne aller dans cette aventure-là non plus, pour les gens qui en ont jamais fait. On les accompagne aussi au fur et à mesure. Faites-vous des petites formations? On fait en fait à chaque début de partie, on fait un échauffement qui est un échauffement formation. On va soir après soir explorer différentes facettes du jeu de l'improvisation, comme l'écoute, comme bien d'autres facettes. Puis c'est ça, on va travailler sur une petite facette de soirée en soirée, ce qui fait en sorte qu'au final, les gens ont une belle formation assez complète. Donc les matchs commencent à une certaine heure, mais quelqu'un qui voudrait jouer, il faut qu'il arrive un peu avant. Exact. Les gens qui veulent jouer, on leur conseille d'arriver à 7 heures. C'est la formation des équipes. Et puis les parties là, débutent vraiment à 19h45. Ça se passe pas dans la salle? C'est au bistrot du Moulin-Marcoux. Donc on a un service de bar là, qui est ouvert pour les gens qui veulent prendre une petite bière. Puis c'est ça. Là. Moi, j'ai vu des images que vous avez joué aussi dehors. Exact. On a joué, en fait,
fait, c'était la première expérience. On espère que ça va revenir, cette classique hivernale. L'improvisation est un peu comme le hockey, donc on a volé ce concept un petit peu au hockey. Et puis, c'est dans le cadre de la fête au flambeau de Pont-Rouge. J'avais rentré en contact avec les organisateurs pour leur offrir une démonstration. Puis, bon, Dame Nature, avec la température, a fait en sorte que ça a joué de notre côté. Puis, on a pu effectivement faire une partie d'une trentaine de minutes, là, que la réponse du public était assez positive. Là, on a eu, après ça, plusieurs personnes dans notre public. OK. Est-ce que vous avez des plans, justement, d'aller peut-être ailleurs pour essayer d'inciter des gens à venir se joindre à vous, je ne sais pas, aller dans différentes salles ou Bien sûr, on a des plans. Là, ce soir, justement, on a une réunion pour en parler davantage. Effectivement, on a des plans de faire des petits trucs. Je vais me réserver les scoops parce que, bon, ça va être un peu comme des flash mobs. Donc, ça va être des choses là, que vous pourrez voir en réel. Ça va être inattendu, ça ne sera pas annoncé. Exact. Ça va être pour créer un buzz. Okay. Comment on peut s'entraîner justement à être bon improvisateur? En fait, on peut s'entraîner tout simplement en parlant dans la vie. C'est un bon moyen de pratique de communication. Okay. C'est sûr que, bon, par la suite, on va faire des exercices comme, exemple, le mot lancé. Bien, moi, je vous lance un mot, puis il faut que vous créez une suite avec un lien avec ce mot-là. Donc, on se met en cercle, puis à tour de rôle, on pointe une personne, puis on lui lance un mot, puis son but est de répondre un petit peu à ce mot-là, et ainsi de suite. Il y a différents exercices aussi pour les improvisations qui sont rimées, pour les improvisations qui sont chantées, pour la gestuelle aussi, parce que, bon, en improvisation, on va toujours dire que c'est bien de construire quelque chose, même si on ne parle pas. Même si l'action n'est pas sur nous, il faut continuer à meubler l'improvisation. Donc, c'est aussi dans la mimique, c'est un mélange de théâtre, de jeux dramatiques, de chansons. C'est vraiment le fun là, pour ceux qui ne connaissent pas l'improvisation. Vous avez aussi d'arbitre? Oui, on a un arbitre, M. Robert Laflamme, qui est notre arbitre. Et puis, de Saint-Marc. Exact, un homme de Saint-Marc. Notre arbitre est de Saint-Marc-des-Carrières. Et puis, bon, il se fait un malin plaisir à être dans son personnage. Parce que c'est quand même assez court comme improvisation en général. Là. Oui, en fait, c'est 2 périodes de 30 minutes qu'on va faire, avec une entracte là, de 15 minutes entre les deux. Donc, à 9h30, là, c'est terminé. Les gens peuvent rester prendre un verre quand même par la suite. Là, mais les improvisations comme telles, est-ce que vous allez dans les longues improvisations comme ça peut arriver dans la LNI ou vous exact. Avez des limites? On va dans les 2 styles d'improvisation. C'est sûr qu'on ne fera pas des improvisations peut-être aussi longues que la LNI, comme exemple 10 minutes ou 9 minutes. Les improvisations, exemple de Robert Lepage à New York. Mais on va dans le 5 minutes, oui, régulièrement. Il y a aussi des improvisations de 30 secondes. Donc, on va aux 2. C'est vraiment le but de l'improvisation. C'est de pouvoir être autant punché qu'être autant constructeur. Et peut-être en terminant, rappelons justement les gens qui veulent vous joindre. On a notre page Facebook qui est disponible à la LIP 9. LIP 9. Puis sinon, les gens peuvent venir nous voir là, tous les jeudis soirs à la fin avril à 19h45 pour le coût de 2 $ au Moulin Marcoux de Pont-Rouge. Parfait. Merci Odile. Mais merci beaucoup. Merci Charles. Merci. Alors, d'autres nouvelles après la pause. Plusieurs activités de sensibilisation en matière de fraude sont organisées sur le territoire québécois dans le cadre de la 14e édition du mois de la prévention de la fraude du 1er au 31 mars. Cette campagne nationale sous le thème « Personne n'est à l'abri de la fraude » est une collaboration entre la Gendarmerie royale du Canada, la Sûreté du Québec, différents services de police municipaux et en partenariat avec la Banque du Canada et le Bureau de la concurrence. Chaque année, de nombreux Québécois
Québécois subissent des pertes financières considérables et les répercussions psychologiques qui s'en suivent. Les fraudeurs misent généralement sur la méconnaissance, la vulnérabilité, le sentiment d'urgence et la pression pour arriver à leur fin. On nous conseille donc de faire preuve d'un scepticisme vis-à-vis des offres trop attirantes, de valider l'information, de questionner l'appât du gain trop facile et surtout de ne pas céder à la pression. Cette année, on met l'accent sur le vol et les fraudes d'identité, les fraudes par carte de paiement, les fraudes de paiement en trop et paiement urgent, ainsi que la contrefaçon de billets de banque. On estime les pertes financières liées aux fraudes sur Internet à 6,5 millions en 2017, comparativement à 4,9 millions en 2016. Selon l'enquête québécoise sur l'accès des ménages à Internet réalisée par l'Institut de la statistique du Québec, en 2016, 88 % des Québécois utilisaient Internet. Parmi les internautes, 94 % envoient ou reçoivent un courriel et 84 % magasinent en ligne. Selon le Centre antifraude du Canada, le hameçonnage est le type de fraude sur Internet qui a fait le plus de victimes au Québec en 2017. On parle de 478 victimes. On estime environ 80 000 le nombre de personnes victimes d'hameçonnage au quotidien dans le monde. D'ailleurs, un livret intitulé « La fraude en 3D, détecter, dénoncer, décourager » a été développé et imprimé et peut être consulté en format PDF via le site web de la Banque du Canada. Tout acte frauduleux doit être signalé à son service de police local ou au Centre antifraude du Canada. La période de dégel du ministère des Transports pour la zone 1 a débuté cette semaine, le lundi 5 mars dernier. La zone 1 couvre le sud du Québec, les régions de Gatineau, Montréal, Sherbrooke, Trois-Rivières et Québec en passant par Portneuf et s'étend jusqu'à Rivière-du-Loup. Durant cette période de restriction supplémentaire des charges, les contrôleurs routiers intensifient leurs activités de pesée de camions lourds, aussi bien dans les postes de contrôle que sur le réseau routier. Ces interventions visent l'ensemble du parc de véhicules lourds et ont pour but de protéger le patrimoine routier au bénéfice de l'ensemble des usagers de la route. Pour les zones 2 et 3, les dates visées sont le lundi 19 mars et le lundi 26 mars, respectivement. Dans le contexte du prochain Salon Nature Portneuf à l'Aréna de Saint-Raymond, la Corporation de développement de Saint-Raymond, en partenariat avec Emploi Québec, invite les gens intéressés à s'inscrire à une formation ayant pour thème « Exposition ». Comment tripler les résultats? Cette formation sur l'art de communiquer et de se vendre en moins de 10 minutes se tiendra le jeudi matin 22 mars de 9h à 11h au Centre multifonctionnel Roland-Dion. Cette formation est offerte à tous au coût de 20 $, taxes en su, et est gratuite pour les exposants du Salon Nature Portneuf. Les places sont limitées et les inscriptions doivent se faire en ligne à salon.nature@ville-saint-raymond.com avant le 16 mars prochain. L'atelier qui s'adresse aux personnes participantes à des expositions sera présenté par Julien Roy, président de marketing Face à Face. Et en terminant, à 2 heures du matin, dans la nuit de ce samedi 10 mars au dimanche 11 mars, nous passerons à l'heure avancée de l'Est. Montres, cadrans et horloges devront être avancés d'1 heure. Les tenanciers de bars, restaurants, clubs ou titulaires de permis de réunion devront donc cesser la vente ou le service de boissons alcooliques au moment de ce changement d'heure, puisqu'à 2 heures, heure normale, il sera 3 heures avancé. Et peut-être juste un petit mot pour vous dire que la Ville de Lac-Sergent annonce la mise en place d'un programme de financement municipal qui sera offert aux citoyens de Lac-Sergent qui désirent procéder à la mise aux normes de leurs installations septiques. Ce financement est offert dans le cadre du plan de 3 ans que s'est fixé le Conseil municipal pour la remise aux normes des installations septiques situées sur l'ensemble de son territoire. Plus de 320 installations septiques nécessitent une mise aux normes selon le dernier relevé
relevés sanitaires. Nous aurons plus de détails la semaine prochaine. Alors, ça complète Info CJSR pour cette semaine. Merci à Odile, merci à Stéphane, Tony et Philippe à la régie. Merci de nous suivre à chaque semaine via la télévision et sur le web. On se laisse avec des extraits de la soirée pour femmes seulement avec Marie-Élise Houston qui avait lieu au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond le vendredi 2 mars dernier. Bonne semaine!